Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Hello, bienvenue dans ce 8e épisode qui est la deuxième partie de l'épisode 7 en lien avec les blessures. Et cette fois, on va parler des blessures émotionnelles pour justement un peu démystifier les deux. Mais vous avez compris que les deux sont quand même interdépendantes. Donc le but de ces deux épisodes, bien évidemment, c'est de vous faire comprendre qu'il existe différents types de blessures. Ça, c'est les deux grandes que je fais ressortir parce que bon, ça va de soi un peu, hein, les blessures physiques. C'est évident, j'ai envie de dire, mais les blessures émotionnelles aussi. C'est sûr que ça peut se scinder, se subdiviser, mais voilà les grandes idées que je voulais faire ressortir à travers mon épisode. Fait que j'espère que la première partie vous a déjà parlé, vous a permis de bien comprendre un peu la perception qu'on peut avoir par rapport à l'interprétation des blessures physiques et les blessures émotionnelles. On va en parler tout de suite. Le but, c'est de vous faire comprendre que nous sommes des êtres qui venons au monde avec un certain bagage, hein, en plus de celui que nous accumulons au cours de la vie. Et ce bagage-là, il peut parfois peser. Et la guérison ouvre la voie à de nouvelles opportunités, à de nouvelles expériences et de nouvelles relations, ce qui va contribuer à un meilleur épanouissement personnel et social. Donc c'est crucial pour vivre une vie saine d'entrer dans ce processus de guérison-là. Donc vous comprenez que prendre conscience de ces blessures et rentrer dans ce processus de guérison, c'est une étape cruciale lorsqu'on prend conscience et surtout lorsqu'on veut tendre vers l'éveil de sa conscience et de la guérison de son âme. Donc avant de poursuivre, je vais faire juste un petit rappel de ce qui a été dit précédemment qu'il faut intégrer pour mieux comprendre la suite. Donc dans l'épisode précédent, j'expliquais que la guérison des blessures physiques, c'est un processus complexe qui implique plusieurs aspects pour faciliter le bien-être. Mais qu'à travers différents outils, différents moyens ou méthodes, appelez ça comme vous voulez, on pouvait donner un coup de pouce à notre corps biologique pour guérir plus rapidement. Donc sans oublier que j'expliquais aussi que les blessures physiques ou blessures émotionnelles en même temps sont une forme de langage. C'est une expression de notre moi intérieur, en fait de notre divinité intérieure, parce qu'il y a une symbolique derrière chaque chose et notamment derrière ces blessures-là aussi. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience de ce langage-là, faute d'éducation sur le sujet. Et moi la première, je l'ignorais totalement il y a de cela quelques années. J'avais commencé à avoir quelques petits mécanismes de compréhension comme ça, vous savez, avec le temps, avec l'âge ou la maturité, on commence à comprendre, on fait des connexions par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on sait. Et c'est là que j'ai commencé à faire ces connexions-là et j'ai mieux compris certains mécanismes de la vie. Mais je ne me doutais pas que c'était toute une science en fait. C'est des petites choses, parfois on les néglige, on ne fait pas attention, alors que derrière, ça peut nous emmener beaucoup plus loin dans notre compréhension. Et quand on creuse même, on se rend compte que nous, on découvre, mais il y a des personnes, il y a des cultures, il y a des peuples qui connaissaient ça déjà depuis très longtemps, qui le pratiquent aujourd'hui. Et même dans notre propre culture, nos ancêtres, nos Bakoulous, avaient déjà même compris ça. Et quand je parle de mes ancêtres à moi, je ne parle pas du fait que c'est une science qui m'appartient. Je parle de peu importe qui vous êtes, en fait, si vous creusez, il y a certaines choses que parfois vous découvrez que vous n'imaginez pas. Donc ça peut être les ancêtres de n'importe qui. Donc alors, en ce qui concerne les blessures émotionnelles, comment le comprendre? Déjà, vous avez compris qu'une blessure émotionnelle, elle peut se matérialiser en une blessure physique et vice-versa, puisque les deux sont interconnectés. Et il y a un lien entre le corps et la conscience de l'humain, ce qui met en évidence justement l'interdépendance entre la santé mentale et la santé physique. J'en ai parlé un petit peu dans mon épisode sur la souffrance mentale, le fait que le corps est un véhicule certes, mais le corps est vivant, quoi. Notre corps nous parle finalement. Donc il faut savoir être à l'écoute de nos besoins aussi biologiques. Et donc de la même manière que je disais que certaines blessures physiques pouvaient découler de notre bagage inné et acquis, c'est la même chose pour les blessures émotionnelles. Il y a celles que vous allez accumuler le long de votre vivant par rapport à vos expériences, par rapport à tout ce que vous allez vivre, en fait, peu importe l'âge que vous avez. Et quand je parle de vos expériences, c'est tout compris là. Il n'y a rien qu'il faut oublier de la façon dont vous respirez, de la façon dont vous regardez. Tout ce que vous faites est une empreinte que vous laissez dans l'espace-temps, si je peux dire ça comme ça. Fait que quelque part, l'information, elle est enregistrée, on va dire, dans l'univers. Donc, vous laissez votre empreinte autant que vous existez. Et cette empreinte-là, c'est comme votre marque. Et vos mémoires, donc accumulées dans l'expérience vivante, est en vous. Mais vous avez ce côté inné aussi qui va venir à travers votre héritage transgénérationnel. Et donc, celle que vous avez héritée de votre famille, et oui, c'est votre héritage, en fait. Vous êtes venu au monde avec. Désolée de vous l'apprendre, mais nous ne sommes pas si clairs que ça, comme de l'eau de roche.
fait que quand on regarde bien, on n'est pas venu au monde seul, hein. On a 2 parents qui ont contribué à ce que nous puissions exister. Bon, à moins que vous soyez un spécimen, voilà, là on pourra en rediscuter. Mais en attendant, nous sommes un peu tous dans le même bateau. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Vous vous rappelez, dans mon épisode justement sur la souffrance mentale, je vous parlais des maladies de l'âme. À l'intérieur de cet épisode, j'expliquais que la mémoire de l'individu, qui emmagasine les différentes expériences de la vie menée sur Terre, se retrouvait dans notre âme. Car l'âme est cette partie de nous qui emmagasine des informations en fait. Comme notre disque dur interne, si vous voulez, c'est la carte mémoire quoi. Et pour la petite anecdote, hein, on dit souvent dans les religions que c'est notre âme qui va être jugée après la mort. Pourquoi on parle de l'âme? Vous voyez, on dit pas c'est ton esprit qui va être jugé ou c'est ton corps biologique. Non, on dit même que le corps va retourner à la terre, mais l'âme qui va être jugée. Pourquoi? Mystère. Et donc si on part du fait qu'une blessure physique ou émotionnelle est une information manifestée, qu'elle soit tangible ou non, ça veut dire que c'est une sorte de message pour nous-mêmes. Et nous savons que la vie sur Terre est faite d'expériences, de challenges, de facilités comme de difficultés. Ce qui veut dire qu'on va sortir de là, enfin à la fin de notre vie, on va dire, on arrive avec un certain bagage quoi. Et alors, lorsque l'on va mourir, à votre avis, je vous pose la question, que va devenir cette mémoire, ce bagage-là en fait, d'après vous? Sachez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un principe scientifique qui soulève l'idée de la permanence du changement dans toute chose. Et en soi, moi, je suis plutôt d'accord. Regardez par exemple la nature. Elle parle d'elle-même. La notion de cycle et de transformation en fonction des saisons. Les arbres, ils vont venir au monde, ils vont donner du feuillage, parfois des fruits, des fleurs. Ensuite, ils vont perdre leurs feuilles, à l'automne par exemple. C'est la même chose aussi avec les petites plantes qu'on peut avoir au quotidien. Certaines vont mourir en hiver, elles vont renaître ou refleurir au printemps, puis l'été, et l'automne, et rebelote, etc. Et lorsque la mort surgit, donc admettons qu'une plante meurt, elle va se décomposer. Ses feuilles vont tomber, elle va devenir... elle va s'assécher en fait. Pour moi, ça devient du compost. Ça retourne à la terre et ça devient une sorte d'engrais, un engrais naturel. Et ainsi de suite. Une autre plante, justement, prendra vie grâce à cette décomposition de matière organique parce que c'est nutritif. C'est un peu ce qui se passe dans la forêt tous les jours. Quand les plantes poussent, etc. C'est un mécanisme naturel. Donc ça, c'est dit d'une manière simplifiée, mais vous comprenez derrière que ce que je veux dire, c'est que les choses sont cycliques finalement. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, ça se transforme, ça se transmute en quelque chose d'autre. Et ce que j'ai compris grâce à la tradition africaine, c'est que la nature, c'est notre premier livre. Elle parle d'elle-même. Nos anciens, en Kikongo, les Bakulu, savaient et savent encore, dans certaines zones aujourd'hui parfois reculées, interpréter, et grâce à l'observation, ils ont mis en lumière des principes, des règles de fonctionnement de notre monde. Et c'est comme ça même qu'ils étaient organisés, en fait, plus exactement. Car nous faisons partie d'un tout, d'une nature. Donc pourquoi l'humain qui fait partie de cette nature, de ce tout, devrait fonctionner sur les grandes lignes différemment? La preuve, quand un humain meurt, il retourne à la terre, dit-on. Donc le message que j'en comprends moi derrière, c'est que la vie est cyclique et que ça ne s'arrête pas. En fait, ça se renouvelle constamment. La preuve, on naît, on meurt, mais les gens naissent et meurent tous les jours. Donc si j'en reviens à nos blessures et de l'importance de les guérir de notre vivant, dans la mesure du possible, c'est qu'à un moment, on va mourir. Mais lorsque l'on meurt, on a tout le bagage qui va avec. La question que je vous posais tantôt. Imaginez un peu, vous mourrez dans la haine, la tristesse, la misère, un état de perdition, enfin bref, en tout cas que vous êtes tourmenté. Donc là, dans un état émotionnel, physique et émotionnel hyper mal. Est-ce que vous pensez que la mort va effacer par magie ce que vous étiez en train de vivre avant de mourir en fait? Cette mémoire emmagasinée de votre vie sur Terre, est-ce que vous pensez que la mort va l'effacer? Que parce que vous mourrez, vous allez soi-disant mourir en paix? D'où va venir cette paix? Vous allez me dire, pour certains, oui, ce serait génial. Mais si on essaie d'être juste logique, en théorie, la paix, elle doit venir de quelque part. Donc si vous n'étiez pas en paix, elle va venir d'où? Bon, ça serait tellement cool que la mort soit juste un bouton reset, on appuie dessus et tout soit effacé. Or, nous savons maintenant que, comme je vous l'ai dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce n'est pas aussi simple, c'est vrai. Et en plus, je ne suis pas morte et revenue parmi les vivants. Bon, quoique cela dépend du paradigme, personnellement, j'estime que je suis déjà morte un peu plusieurs fois dans la symbolique. Ceci est un clin d'œil d'ailleurs à mon podcast, mais on va en reparler en détail dans un prochain épisode que je vous réserve. Je prévois aussi de parler de ce sujet-là, de la mort, un peu plus en profondeur. Mais revenons-en à nos moutons. Donc si vous me suivez, une âme peut quitter cette réalité, ce monde, dans la tourmente. Mais alors, quel est le rapport avec nos parents, notre famille, comme j'ai commencé à l'évoquer? Comme je l'expliquais en fait, de notre vivant, nous allons emmagasiner des informations de toutes sortes, et ça depuis le jour de notre naissance. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes sorti du ventre de votre mère, tout
tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez touché, même si vous n'en étiez pas conscient, l'information a été enregistrée en vous. Même si vous ne vous en rappelez pas, elle est à l'intérieur de vous. Et étant donné que nous sommes des êtres émotionnels, notre personnalité est définie en partie par les différents épisodes de notre vie. C'est ça qui nous marque au quotidien, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est ça qui fait ce que nous sommes. Mais ce n'est pas tout. Étant donné qu'il y a aussi l'héritage transgénérationnel, nous héritons donc du bagage émotionnel de nos parents. L'information peut ne pas se matérialiser directement en vous ou se manifester dans votre vie, mais il n'en reste pas moins qu'elle est en vous. Elle demeure une potentialité, en fait. Et ça peut quand même influencer votre personnalité, votre comportement. Donc combien d'entre nous avons déjà vu des enfants en bas âge qui, à notre surprise, parfois manifestent le comportement de leurs parents. On dit même, il est comme sa mère, il est comme son père, mais des fois c'est comme la grand-mère, des fois c'est comme le grand-père, alors que ces personnes-là étaient mortes depuis bien longtemps avant que l'enfant ne soit né. Donc toutes ces choses-là, il faut comprendre que ça ne tombe pas du ciel, ça vient de quelque part. Pour vous aider à imaginer un peu, visualisez ça comme une clé USB de 100 Go. Okay, ça, c'est un héritage de famille. Imaginez que dans une famille X, votre famille à vous, vous avez une clé USB de 100 Go qui a été donnée, donc vierge neuve, à vos arrière-grands-parents. On ne va pas essayer d'aller trop loin pour éviter de se donner mal à la tête. Et nous savons que l'humain est infini, qui regorge beaucoup d'informations à travers son ADN. Mais pour simplifier, on va y aller de cette manière. Prenez vos arrière-grands-parents par exemple, maternels comme paternels. N'oubliez pas, il y a toujours un principe de deux, maternel comme paternel, parce qu'il fallait deux, on va dire, lignées pour que vous puissiez venir au monde. Donc imaginez que vos arrière-grands-parents paternels et maternels remplissent la clé USB de leur vivant en utilisant un 15%. Vos grands-parents, toujours maternels et paternels, eux aussi ont vécu et ils ont rempli la mémoire et ils ont rempli 15%. Et ensuite, vos parents, qui eux aussi à leur tour, de leur vivant comme non, ont rempli la clé USB avec un 15% aussi. Donc là, on est déjà à 3 fois 15%, soit 45%. On est d'accord que vous, à votre niveau, il vous reste 100 moins 45, soit 55%. Donc au moment où vous existez, en quelque sorte là, la clé USB, dans le présent, la clé USB familiale, elle est déjà à moitié pleine. Or, quand vos grands-parents étaient vivants, la clé USB était vierge. Mais étant donné qu'ils n'ont pas fait le travail de nettoyage régulier pour entretenir la mémoire de cette clé USB, ils ont vécu leur vie, insouciamment, profité pleinement ou non, mais ils l'ont rempli quand même. Et vous vous retrouvez donc en 2024 avec déjà la moitié de l'espace saturé. Or, vous, contrairement à eux, vous êtes conscient que la clé USB, elle est déjà à moitié saturée. Admettons que eux, n'imaginez même pas que ça pouvait poser problème. Mais vous réalisez, mais tiens, là, elle est à moitié remplie. Ça veut dire qu'elle va continuer à se remplir. Donc là, ça s'appelle un peu le travail de prise de conscience. C'est-à-dire que là, vous commencez à vous poser des questions. En fait, vous dites, mais cette clé USB, elle n'a pas une capacité infinie. Effectivement. Donc là, c'est la prise de conscience. Ça, c'est la première étape. Donc vous êtes conscient de là où vous en êtes. Bon mathématicien que vous êtes, vous faites vos calculs, vos prévisions et vous savez alors que si vous faites rien, vos enfants à vous vont se retrouver avec 45% plus un 15%, soit 60%. Et vos petits-enfants, ils seront déjà à 75%. Donc arrivé à vos arrière-petits-enfants, pouf, mémoire pleine. Et en plus, vous serez vivant à ce moment-là lorsque ça surviendra. Et là, panique, imaginez-les perdus, ils ne sauront pas quoi faire car mémoire pleine. Ils ne pourront pas, on va dire, vivre, profiter pleinement puisqu'il n'y a plus de mémoire. Donc, ils voudront vivre leur vie eux aussi, stocker, sauf que impossible. Papa et maman avaient déjà tout pris, le grand-père avait déjà tout pris, la grand-mère aussi. Et c'est compliqué en fait. Alors là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À part la culpabilité, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en fait? Donc vous allez vous retrouver impuissant devant cette scène, dans cette situation-là. Retour à la réalité, en 2024, vous avez fait une petite projection dans le futur. Vous avez vu la scène et vous dites là, c'est grave. Et donc, c'est un peu nous aujourd'hui, en fait. Cette illustration, c'est pour vous faire comprendre qu'on a un bagage avec nous qui est pour certains déjà bien considérable et nous devons en être conscients. Vos parents ne vous avaient pas transmis comment faire un nettoyage de disques parce que leurs parents à eux-mêmes, parfois, ne savaient pas non plus qu'il fallait en faire un. Vous voyez, il n'y avait pas eu ce travail de prise de conscience. Mais voilà, vous avez pris conscience et vous avez décidé de prendre des cours d'informatique. Vous n'allez pas rester les bras croisés puisque vous avez vu que ça va poser problème plus tard. Vous allez donc faire et commencer à faire du nettoyage de cette mémoire-là, du mieux que possible en fait, pour justement essayer de redescendre un peu la mémoire à 40% par exemple, au lieu de 45%, voire même 35% si possible. En fait, vous allez essayer de chercher le max. Donc comme ça, vos enfants à vous auront plus de marge et ainsi de suite. Vous allez permettre ainsi, vous allez allonger la durée de vie de cette clé USB.
Et vous allez vous assurer bien évidemment de transmettre les connaissances à vos enfants, à vos petits-enfants, pour que eux aussi à leur tour puissent faire le même travail que vous avez fait pour leur descendance. Et ainsi vous allez transmettre, vous voyez, cet héritage transgénérationnel de nettoyage de disques et de mémoire. Donc vous voyez, nous avons tous en nous une part de responsabilité, qu'on le veuille ou non, et qu'on en soit conscient ou non. Et selon l'endroit où vous êtes né, ou la famille dans laquelle vous êtes incarné, le lieu où vous vivez, etc., mais il peut y avoir pas mal de boulot à faire selon votre lignée, selon qui vous êtes. D'où l'importance de savoir qui vous êtes. Donc là, il faut prendre des cours d'informatique intensifs, tellement il y a du boulot, c'est énorme, puisque parfois vos compétences ne suffisent pas. Là, vous allez aller chercher de l'aide. Vous allez chercher parfois le meilleur informaticien du quartier. Parce que faire le nettoyage, c'est bien beau, mais ça peut arriver que vous le détruisiez, vous le cassiez, ou pire, vous contractez un virus, imaginez. Mais ces virus-là, vous savez, les virus, ça nous teste, parfois on peut les résoudre. C'est vrai que parfois il y a des virus très complexes, mais généralement il y a des solutions, il y a des antivirus. Donc ces petits virus-là, en fait, je dirais que c'est comme des éléments, on va dire, dans votre vie, dans votre environnement, dans votre entourage. Ça peut être des gens que vous connaissez, des proches, qui parfois vont vous bloquer, des expériences de la vie, même, que ce soit donc des personnes ou juste des événements dans votre vie qui vont vous bloquer et vous empêcher d'avancer, de faire le travail de nettoyage de ce disque. Ça, c'est des petits virus. Donc, non pas parce qu'ils sont méchants, ces virus-là. N'oubliez pas, le but d'un virus, c'est de faire juste son travail. Finalement, en soi, un virus n'est pas conscient. Donc, c'est la même chose, je dirais aussi peut-être même avec les proches, avec les gens qui vont vous entourer. Ils seront peut-être pas conscients parce que c'est pas forcément de la méchanceté, mais vous allez le ressentir comme des blocages. Et non pas parce que juste c'est de la méchanceté ou de la mauvaise foi, mais parce que parfois ils pensent que c'est inutile. Les parents ne l'avaient pas fait, les grands-parents ne l'avaient pas fait, donc eux, ils ne connaissent personne à leur connaissance qui ont fait ce travail-là. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi vous, soudainement, vous voulez le faire. Pourquoi soudainement, vous vous réveillez comme ça, vous voulez nettoyer la mémoire, vous voulez faire quelque chose. Or, parfois, c'est là le problème. Ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion. Donc, admettons que ce soit votre environnement, des personnes, mais elles vont parfois vous juger. Des fois, ça peut être de la jalousie, n'importe quoi. En fait, des choses qui vont faire en sorte que ce soit compliqué pour vous de faire ce que vous avez décidé de faire. Des fois, c'est juste que l'environnement a peur que le disque dur, qui est l'héritage familial, saute, qu'il explose ou que la mémoire se perde à jamais, par votre faute. Alors eux, ils vont pas oser prendre ce risque-là, vous voyez. Mais au fond, quelque part, il faut le faire parce que la vie est faite aussi de risques. Bon, des risques quand même calculés. Le but, c'est pas d'aller comme ça, tête baissée. Il faut faire attention. Mais il faut savoir agir intelligemment lorsqu'il le faut. Donc, vous comprenez qu'en plus de ce que nous avons accumulé de notre vivant, vous voyez l'ampleur du travail à faire. Et j'ai réalisé que nous étions nombreux à ne pas vraiment être conscients de ça. Quand je parle d'être conscient, c'est le fait de mesurer l'importance de cette influence, en fait, de cet héritage transgénérationnel que nous avons donc eu de notre famille, de notre lignée sur notre quotidien et dans nos vies. Pas juste le fait d'en avoir connaissance, mais ça va t'impacter parfois dans ce que tu fais. Tu vas faire des choses, tu vas agir d'une certaine manière, mais tu ne sais pas pourquoi. Parfois, tu sais que ça ne vient pas de toi. Mais comme tu n'as pas eu ce déblocage-là comme informationnel en toi, tu comprends pas. Donc certaines personnes dans leur environnement, malheureusement parfois vont apporter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'analyser, sauf que les proches en fait parfois ne jugent pas utile ce que vous faites. Et l'environnement parfois va vous rejeter parce que pour eux c'est pas utile. Parfois ils se disent que ça peut être fait plus tard, mais vous savez que le temps est compté. Et c'est ça aussi un peu le challenge, je dirais, c'est d'aider les nôtres à bien comprendre déjà les choses, si possible, à prendre conscience. Parce que chacun d'entre nous est amené à prendre conscience de ça tôt ou tard et n'importe quand dans sa vie. Et il y a des événements que nous vivons parfois qui sont là pour nous aider à prendre conscience. Mais est-ce que à ce moment-là où ça arrive, nous sommes prêts en fait? Est-ce que nous avons les yeux, les oreilles pour comprendre le message qui nous est donné? Car ce n'est pas un hasard que ça soit tombé sur vous. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi c'est pas tombé sur quelqu'un d'autre? Pourquoi vous, dans votre famille? Pourquoi cette charge ou cette responsabilité est tombée sur vous? Car on ne va pas le cacher, parfois, dans la famille, il y a beaucoup de personnes. Des fois, vous dites, mais cette personne ça aurait été plus logique. Mais non, c'est arrivé chez vous. Et on sait que remettre en question des habitudes, surtout des vieilles habitudes, c'est parfois compliqué, c'est même très difficile. Et surtout dans certaines communautés, dans les nôtres, on a développé l'idée que, en plus, parfois, quand on est jeune, on n'a pas le droit à la parole ou par rapport à X choses. C'est parfois très compliqué parce que les aînés sont là, ils ont une certaine place, oui, lorsqu'ils sont sages.
lorsqu'ils manifestent cette maturité, en fait, lorsque les aînés transmettent les connaissances pour le bien-être et pour l'équilibre général de la famille et de la communauté. Ça, c'est dans un modèle idéal. Sauf qu'on se rend compte que les choses sont un peu différentes. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des aînés, mais qui ont des comportements tordus, inconscients de ce qu'ils sont réellement et insouciants. Donc, ils veulent parfois donner des leçons aux autres, alors qu'eux-mêmes, mais ils n'ont pas atteint cette maturité-là. Mais ils vont utiliser leur position, leur situation ou peu importe leur avantage pour imposer ou dominer les autres et parfois à tort en fait. Et il y a des personnes comme ça qui veulent montrer qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas. Il y en a d'autres qui veulent prendre toute la place du monde sauf celle qui est la leur. Fait qu'intervenir dans ce genre de milieu, dans ce genre de terrain, c'est parfois très compliqué. Mais en même temps, on peut pas trop se plaindre parce que c'est notre karma, c'est notre héritage en fait, c'est notre fardeau quoi. Chacun porte sa croix. Et si justement on veut éviter que notre descendance subisse la même chose que nous avons vécu, parce que rappelez-vous, l'âme, la mémoire, il faut agir, qu'on le veuille ou non. Donc à nous de prendre notre bâton de pèlerin, comme on dit, à nous de prendre notre place et se mettre en marche. C'est vrai qu'on la sort un peu souvent celle-là, mais c'est vrai. Si nos ancêtres ne s'étaient pas battus à une certaine époque pour leurs droits, pour revendiquer certaines choses, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et moi, encore moins à faire des podcasts. Donc, si c'est tombé sur vous, et avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire la mort, ou l'incapacité de faire quoi que ce soit, on vous donne la chance et l'opportunité de faire quelque chose à votre tour. Il faut garder en tête que ce n'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça, que ça veut dire que c'est bon, que ça veut dire que c'est parfait. Surtout lorsque l'on voit que ça a eu des conséquences néfastes et que ça continue encore de ravager, de détruire. Mais attention, je ne parle pas de rejeter tout dans ce qui a toujours été fait de votre culture ou de votre éducation, là non. Là je parle bien ici de la thématique, c'est-à-dire en lien avec l'importance d'accepter ses blessures, de prendre conscience de nos blessures pour tendre vers une guérison de notre âme et de surcroît aussi de notre lignée. Parce que ignorer ça, c'est un petit peu, en tout cas je trouve pour moi, d'après ma perception, c'est comme tourner le dos à ce que nous sommes réellement. Et je ne pense pas que penser que la mort va tout effacer, que la mort va tout pardonner, en fait que ne plus être vivant sur Terre est comme l'effaceur magique qui va effacer en fait comme notre empreinte. Les choses ne disparaissent pas aussi facilement. La preuve, quand on a des problèmes dans la vie de tous les jours avec des personnes, c'est pas parce qu'elles meurent qu'on oublie. Oui, il y a des choses qui vont s'apaiser avec le temps, mais on n'oublie pas parce que la personne est morte aujourd'hui à midi, quoi. Donc il y a quand même un message derrière à comprendre. Et que vous ayez des enfants ou non, ou que vous en aurez ou pas, sachez que de toute façon, on vient dans une famille. Vous partagez les mêmes informations génétiques avec plusieurs personnes. Fait que même si vous refusez cette responsabilité, ça va toujours tomber sur quelqu'un. Donc pour finir, si je reviens à mes blessures émotionnelles, lorsque quelque chose vous déplaît généralement ou vous blesse, moi je vous demande quel est votre premier réflexe. Bien souvent, c'est de rejeter la faute sur l'autre. On se dit que l'autre aurait dû faire comme ceci, comme cela, mais à quel moment on se responsabilise? Le moment où vous vous dites « il m'a blessé, elle m'a déçu, mais pourquoi ça me met dans cet état? À quoi je m'attendais ?» Au lieu de juste dire pourquoi il a fait ça. Car oui, c'est pas parce que tu avais des attentes conscientes ou inconscientes que celles-ci n'ont pas été répandues, que tu dois accuser naturellement l'autre, même si c'est ce qui est plus facile à faire dès le début. Mais il faut parfois chercher à se demander pourquoi à l'intérieur de nous, ça nous fait réagir de cette manière-là. Parce qu'une autre personne n'aurait peut-être pas réagi de la même manière. Donc vous voyez que tout est à l'intérieur de nous. Et je voudrais attirer votre attention. À quel point vous vous remettez en question? Êtes-vous du genre à vous reposer sur vos acquis, sous prétexte que vous savez déjà tout ou qu'on vous a éduqué de telle manière? Et est-ce que vous prenez conscience que vos réactions parfois sont la résultante d'émotions ou de mémoires refoulées? Parce que oui, parfois ça peut arriver que vous puissiez vous tromper. Vous pouvez avoir eu une éducation qui ne vous a pas aidé à faire preuve d'humilité, mais vous ne le savez pas, vous n'en êtes pas encore conscient. Et parce que aussi parfois vous n'avez pas pris le temps de savoir réellement qui vous êtes. Quelles sont vos blessures et est-ce qu'elles ont cicatrisé ou non? Imaginez le scénario, c'est comme une plaie. On y met un pansement, puis une personne qui vous est proche vous voit et puis elle vous fait un câlin. Sans faire exprès, elle appuie sur la plaie, elle appuie sur la zone. Vous allez vous fâcher, ça va vous faire mal, vous allez parfois en vouloir à la personne, vous allez vous dire mais pourquoi elle n'a pas fait attention, pourtant j'ai une plaie, ça fait mal. Or cette personne, elle ne savait pas que vous aviez une blessure parce que vous ne lui avez pas dit. Ou parfois vous lui avez dit mais cette personne n'était pas juste consciente en fait vraiment de l'ampleur de cette blessure là.
Parce que ça peut arriver que vous dites quelque chose à une personne, mais qu'elle ne réalise pas. Mais parce que cette personne n'est pas vous. Parfois, ce que vous allez ressentir, ça ne sera pas la même chose que l'autre va ressentir. Nous ne sommes pas pareils en fait. Nous n'avons pas les mêmes émotions. Il y a des choses qui vont vous affecter plus que d'autres, et d'autres personnes aussi. Donc vous aurez préféré parfois que cette personne le devine, sauf que ce n'est pas toujours possible. Dans ce même esprit, avec l'importance d'accepter nos blessures, c'est surtout, je dirais, d'apprendre à exprimer nos émotions, à parler de cette plaie qui n'est pas totalement cicatrisée, afin que déjà l'autre fasse attention, et au moins que nous-mêmes aussi, nous soyons dans ce processus de prise de conscience. Parce que quand tu es conscient que tu as une blessure, que tu as une plaie, tu vas déjà plus faire attention à toi-même. Donc apprenons à faire notre part avant de réagir, à éviter l'impulsivité émotive sous prétexte que l'autre devrait le savoir, alors que vous-même vous n'avez pas encore commencé à faire un travail sur vous. Les autres ne sont pas responsables de vous et de vos états d'âme au premier abord. Donc apprenons à ouvrir nos cœurs d'abord. Au lieu de parfois souffrir en silence, apprenons à utiliser adéquatement notre parole auprès des autres. Soyons conscients de qui nous sommes. Soyez conscients de qui vous êtes et de votre héritage émotionnel. C'est la clé pour transporter le bagage affectif que vous avez en vous dans vos déplacements tout au long de votre vie. Je vous dis ça car je suis passée par là moi-même. J'étais plutôt timide adolescente. Enfin timide, disons que je faisais ma petite vie sans déranger personne. Mais plus j'avançais et plus je réalisais que j'étais blessée. Une âme très en peine à une certaine époque à cause de nombreux non-dits, auprès de ma famille par exemple. Or, je ne vous l'apprends pas, n'ayant pas fait ce travail-là d'extériorisation, mais on n'a pas tous grandi dans des familles où exprimer réellement ce que l'on ressentait c'était une coutume. J'ai gardé ça et ça ne m'a pas aidé parce qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte. Et je vois que souvent, on n'est pas habitué à parler de certaines choses. Combien parmi nous ont eu des parents qui cherchaient à réellement savoir ce que nous ressentions comme émotion en fait. Parfois même, il fallait faire taire nos émotions pour pas attirer l'attention sur nous, pour pas attirer l'attention du voisin ou de tonton, tantine un tel. Il fallait se cacher. Mais pourtant, on sait quel parent souhaite voir réellement sa descendance souffrir. Aucun, en théorie. Et je me suis souvent demandé pourquoi nous avions autant du mal à extérioriser nos émotions. Certainement, on dira parfois que c'est la traumatologie historique qui a laissé des traces visibles, etc. Mais en même temps, les choses changent. Il apparaît de nouveaux enjeux, de nouveaux défis au fil du temps. Et quand on prend conscience de ces choses-là, c'est à nous aussi d'emmener le changement. Donc à cause de ces non-dits, certains sont rongés par des émotions comme la colère, la tristesse, la peur, parce qu'ils ne l'ont jamais extériorisé. Et ça, on sait très bien que ça nous tue à petit feu de l'intérieur. Beaucoup souffrent en silence. Puis le jour où le corps lâche, mais tout de suite on accuse les autres. On crie parfois même à la sorcellerie, alors que c'est injustifié. Et pourquoi? Je me suis déjà demandé pourquoi. Mais j'ai compris que déjà il y avait une part d'ignorance là-dedans. C'est de l'ignorance en fait. Et on dit même que l'ignorance tue. Donc métaphore ou réalité? Donc pour aller vers la fin de cet épisode, moi je vous dirais vraiment de prendre conscience déjà de ce que vous êtes et surtout que nous prenions conscience de nos masques sociaux et des conditionnements qui nous éloignent de notre authenticité. Et il ne faut pas hésiter à entrer dans une démarche d'ouverture, de prise de recul, d'aller demander de l'aide. C'est une étape essentielle pour arriver à reconnaître notre souffrance émotionnelle et favoriser par la suite une guérison. C'est la clé pour un bien-être mental durable. Car aussi longtemps que vous traînez le bagage transgénérationnel de votre vie, d'âme blessée, n'oubliez pas que votre vie ne sera pas vécue pleinement. C'est-à-dire que sans le savoir, vous subissez des choses parce que ça vient de vos arrière-grands-parents ou vos parents, morts ou pas. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous est arrivé enfant, mais une fois adulte, vous avez le choix. Et c'est même votre devoir de reprendre le contrôle de votre vie. Et si vous êtes en mesure d'en parler à vos proches, à votre entourage, faites-le. Bien évidemment dans une démarche de paix et d'amour. Le but, c'est pas d'entrer dans le conflit, de semer la zizanie, la division, créer des troubles. Non, mais de vraiment entrer dans une démarche honnête et de guérison. Et il y aura toujours des personnes qui vont vous recevoir, en fait, qui vont accepter ce changement-là. Parce que quand on ne fait pas ces choses-là, on va se rendre compte qu'on va avoir tendance à se replier sur soi-même. Parfois, on va totalement s'isoler ou même l'inverse, ça peut péter, ça peut exploser. Et c'est ça qu'on veut éviter. Lorsqu'on ne fait pas un certain travail, on est à la merci de certains états d'âme, de certains états émotionnels qui vont se reproduire comme une boucle infernale et ce qui peut parfois devenir très compliqué à gérer au quotidien. Donc je vais parler d'extérioriser, mais il y a plusieurs solutions qu'on peut faire même seul à notre niveau. L'écriture par exemple. Moi personnellement, depuis que je suis ado, j'ai toujours des journaux intimes et ça m'a beaucoup aidé franchement. Je le recommande. Si vous avez des enfants, des garçons comme filles d'ailleurs, vraiment je vous encourage à beaucoup écrire. Ça peut être juste ce que vous ressentez ou votre quotidien, mais au moins trouver le moyen d'extérioriser avec ce que vous vous sentez à l'aise, vos états d'âme, ce que vous vivez. Si vous voulez parler, parlez. Si vous voulez écrire, si vous voulez chanter,
enfin il y a plusieurs moyens. Si vous voulez dessiner, l'art, j'ai envie de dire c'est tellement vaste, il y a beaucoup de possibilités. Et surtout quand on a par exemple des enfants, en tant que parent, si l'enfant ne se confie pas directement à vous, mais vous pouvez toujours trouver des personnes justement qui vont pouvoir être une oreille pour vos enfants, ou comme je disais avec l'écriture justement. Parce que l'écriture, ça permet de susciter le goût aussi d'écrire, les mots, l'écrit, ça stimule autre chose au niveau du cerveau, surtout des plus jeunes. Donc si on peut leur mettre là-dedans, tant mieux, le plus tôt possible. Et puis de l'autre côté, comme je vous disais, demander de l'aide. Je me rappelle, lorsque je suivais une formation pour me préparer à un diplôme Solidarité Internationale, on recevait des intervenants et je me rappelle qu'il y avait une phrase qui m'avait marqué, c'était être autonome, ce n'est pas savoir faire tout seul, c'est savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Et vraiment cette citation, ça m'avait marqué parce que j'étais vraiment d'accord avec ça. Je trouvais que c'était vrai en fait. Savoir faire tout seul, c'est bien, mais parfois on n'est pas capable, parfois on n'arrive pas. Et c'est pas grave, parce que c'est humain en fait, on n'est pas non plus, je sais pas comment dire ça, oui on est guerrier, guerrière, mais on a aussi nos limites. Et il faut accepter ces limites-là et aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Personne n'excelle dans tout, partout, en tout temps. Ça veut dire que tôt ou tard, on aura toujours besoin de l'autre. Alors, il est temps d'apprendre à reconnaître nos blessures, d'apprendre à en parler ouvertement. Le fait même d'écouter ses propos, c'est déjà une première étape. Faire ce travail, oui, ce qui saloue, comme on dit en Kikongo. Nous avons cette part de responsabilité par rapport aux changements qu'on veut qui s'opèrent dans nos vies. Ils ne vont pas se faire tout seuls. Et parfois même autour de nous, lorsque nous avons un impact, utilisons-le à bon escient. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement à travers la prière, la méditation que nous allons transmuter. Franchement, ça suffit pas en fait. Prier jour et nuit ou jeûner n'enlèvera pas les traumatismes de l'enfance que vous avez vécu ou votre mémoire transgénérationnelle. Enfin, quand je dis que ça ne va pas l'enlever, c'est pas que ça sert à rien de le faire. Non, je suis en train de dire que faire que ça, c'est pas suffisant. Il faut un minimum, une démarche introspective approfondie. Il faut vraiment vouloir changer les choses. On va pas se dire, ah bah oui, j'ai mal à la tête, je vais juste rester éveillé toute la nuit, peut-être que ça va partir. Non, il y a des mécanismes, il y a des choses biologiques qu'il faut pour que, on va dire, le mal de tête disparaisse. Parce qu'il y a certaines choses, des fois, ça prend des mois, ça prend des années, donc il faut une stratégie, il faut comprendre certaines choses. Donc si vous le pouvez, cherchez à vous approcher de ceux qui peuvent vous aider réellement. Donc, au lieu de vous cacher derrière des excuses ou trouver des prétextes, commencez à vous réconcilier avec vous-même. Prenez le temps de devenir une personne meilleure, car c'est le but aussi de la vie, en quelque sorte. Peu importe l'âge, peu importe qui vous êtes, vous avez toutes vos capacités pour devenir une personne meilleure pendant que vous pouvez le faire. Et vous êtes en mesure de le faire, tout le monde peut le faire. Je me rappelle, après avoir pris conscience de tout ça, je me disais chaque semaine que je devais devenir quelqu'un de meilleur. Chaque semaine. Alors à votre tour, acceptez de travailler sur vos défauts au lieu de vous cacher. Si vous êtes chaud, moi je vous mets au défi comme moi, chaque semaine. Bon allez, je vais vous laisser le mois. Chaque mois est une occasion de vous améliorer, d'être une nouvelle personne. Parce que l'objectif, rappelez-vous, c'est de limiter la casse. On ne dit pas qu'on veut toucher et frôler la perfection, mais le but, c'est quand même d'évoluer. Et ça, c'est le but de la vie, finalement. Et il n'y a pas une seule façon de se guérir, de traiter ses blessures. On peut agir sur différents aspects du corps et de différentes manières, que ce soit physique, émotionnel. Il y a toutes des sciences autour de tout ça que vous avez la possibilité d'explorer et d'aller découvrir aussi à votre tour. Et ce n'est pas parce que vous connaissez qu'une seule façon, une seule méthode, que ça veut dire que c'est la seule ou que c'est la meilleure. Il y en existe beaucoup d'autres. Prendre des médications, par exemple, pour surmonter une peine de cœur, bon, on s'entend que ça ne sera pas très efficace. Par contre, si vous avez un mal de tête, mal à la dent, ça peut peut-être l'être un peu plus. Donc vous voyez, les cultures, les peuples ont développé plusieurs approches différentes. C'est à vous d'aller vers ce avec quoi vous vous sentez plus à l'aise. Donc je rappelle, la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième, c'est l'évaluation de la blessure, à quel point la situation est grave ou importante, et donc quel est le travail à faire une fois que vous avez compris cette blessure-là. Ensuite, chercher la solution, le traitement pour favoriser la guérison. Et la dernière étape, c'est potentiellement la prévention des blessures futures. Quand je parle de prévention, c'est pour une blessure physique, bon là, c'est juste faire attention, sans tomber dans la paranoïa, mais pour les blessures émotionnelles, prévenir, c'est juste en fait déjà comprendre et intégrer les blessures que nous avions. Parce que quand on comprend quelque chose, c'est comme un nœud en fait qui va se débloquer. Fait que vous allez toujours mieux préparer pour la suite et pour le reste. La preuve, quand vous traversez une difficulté, vous en ressortez plus fort parce que vous avez compris la leçon. Donc c'est pareil, quand je parle de prévenir nos blessures futures, c'est rentrer dans cet état de guérison et de prise de conscience pour mieux comprendre la suite. Parce qu'une fois que vous aurez compris qui vous êtes, n'oubliez pas, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre votre environnement et de mieux comprendre aussi les autres.
Donc nous sommes rendus à la fin de cet épisode spécial en 2 parties, et oui, c'est déjà la fin, mais rien n'est terminé, hein. Pour certains c'est le début, c'est le commencement. Alors vos réactions et commentaires sont les bienvenus. Partagez, likez autour de vous ces épisodes s'ils vous font du bien. Moi ça me fait du bien aussi, et vraiment j'espère que c'est partagé. Merci de m'avoir écouté dans cette immersion au cœur des blessures émotionnelles et physiques. J'espère que ces 10 épisodes vous ont permis de prendre conscience, et que ça vous permettra même plus tard de prendre conscience. On n'est pas pressé, hein, c'est pas une course, mais surtout je veux que ça vous aide à démystifier le sujet. Alors n'oubliez pas, tant que vous êtes vivant, vous êtes capable. C'était Tama de Nouvelle Naissance. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode où je vais accueillir une invitée qui va nous parler de ses blessures à elle, ses blessures physiques. Merci beaucoup, à bientôt.